L'infirmière qui a sauvé le PDG millionnaire avec un avertissement. Ne mangez pas, c'est du poison. Le silence de l'aube était rompu uniquement par le bourdonnement monotone des équipements médicaux et par les pas cadencés des ACE, un professionnel de garde, dans les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine. Élodie ajustait le moniteur cardiaque d'un patient tout en consultant les notes sur son tableau, ses yeux marrons trahissant la fatigue de quelqu'un qui en était déjà à sa 10e heure de service. À 28 ans, Élodie portait sur ses épaules non seulement la responsabilité de son travail d'infirmière, mais aussi les soins pour son jeune frère, Théo, un prodige de la technologie de 23 ans. Depuis qu'ils étaient seuls, tous deux avaient établi une routine unique dans leur modeste appartement en banlieue, où les livres de médecine se mêlaient aux manuels de programmation sur des étagères improvisées. « Encore un café ?» a demanda Camille, sa collègue de garde en lui tendant un gobelet rempli d'un liquide fumant. « C'est déjà ma 5e tasse », répondit Élodie avec un sourire fatigué, tout en acceptant l'offre. « Comment ça se passe dans le secteur B ?»« Calme pour l'instant. 2 post-opératoires stables et une hospitalisation pour pneumonie qui répond bien aux antibiotiques », rapporta Camille, en ajustant son badge sur son uniforme bleu clair. L'horloge indiquait 4h15 du matin, lorsque les sirènes de l'ambulance déchirèrent le calme de l'hôpital. Élodie et Camille échangèrent un regard rapide avant de courir vers l'entrée des urgences. Les portes s'ouvrirent violemment, laissant passer un brancard occupé par un homme d'environ 60 ans, vêtu d'un costume italien qui contrastait avec son état actuel. Homme inconscient retrouvé dans son bureau. Présente une confusion mentale, une faiblesse musculaire et des difficultés respiratoires, déclara le paramédic en poussant le brancard à travers les couloirs. Élodie sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant le patient. C'était Olivier Laurent, PDG des corporations Laurent, une figure connue non seulement pour sa fortune milliardaire, mais aussi pour ses décisions controversées ayant entraîné la fermeture de plusieurs établissements de santé dans le pays. L'équipe médicale se mobilisa rapidement. Dr Mathieu, neurologue de garde, prit la tête du cas, ordonnant une série d'examens tandis qu'Élodie assistait aux procédures initiales. Les signes vitaux étaient instables, mais pas critiques. Ce qui intriguait le plus, c'était l'absence de cause évidente à son état. Quelques minutes plus tard, une jeune femme élégante fit irruption à la réception. Vêtue avec une sophistication discrète d'un tailleur beige, Sophie Laurent se présenta comme la belle-fille du patient. Son attitude était contrôlée, presque répétée, tandis qu'elle fournissait des informations sur les antécédents médicaux de son beau-père au personnel. Il a eu des épisodes de confusion ces derniers jours, expliqua Sophie, sa voix mélodieuse portant une inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux. Mais rien d'aussi grave qu'aujourd'hui. Élodie observa la scène tout en préparant les médicaments prescrits. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Sophie qui éveillait son intuition professionnelle. Des années d'expérience aux urgences lui avaient appris à faire confiance à ses instincts, et quelque chose dans cette situation ne collait pas parfaitement. La nuit avança avec une série d'examens non concluants. Scanner, IRM et multiples analyses de sang ne révélaient aucune cause apparente à l'état d'Olivier. L'équipe médicale se trouvait dans une impasse diagnostique, tandis que Sophie restait constamment près du lit, toujours avec une bouteille, thermos de thé qu'elle insistait pour offrir à son beau-père pendant ses moments de lucidité. Ce fut pendant la relève, alors qu'Élodie mettait à jour le dossier médical, qu'elle remarqua un schéma inquiétant. Les pics d'aggravation de l'état d'Olivier coïncidaient avec les périodes suivant les visites de Sophie. C'était subtil, presque imperceptible pour qui ne prêtait pas attention aux moindres détails des dossiers. Le soleil commençait à se lever quand Élodie termina son service. Alors qu'elle se changeait dans le vestiaire, son esprit travaillait, sans relâche, reliant les points et formulant des théories. Elle décida qu'elle devait enquêter plus en profondeur, même si cela signifiait franchir certaines limites professionnelles. Après tout, sa mission d'infirmière allait au-delà de la simple administration de médicaments. Il s'agissait de protéger des vies, peu importe qui était le patient. L'appartement était silencieux quand Élodie arriva. Théo était déjà réveillé, ses doigts dansant sur le clavier de son ordinateur, tandis que des lignes de code multicolores remplissaient les 3 écrans de son setup. En voyant sa sœur, il interrompit momentanément son travail. « Tu as cette tête », observa Théo, pivotant sur sa chaise pour la regarder. « Celle que tu fais quand quelque chose ne va pas. »
Élodie posa son sac sur le canapé et s'effondra à côté, épuisée. On a un cas intéressant à l'hôpital. Olivier Laurent. Le magnate de la tech. Celui qui a racheté et fermé ce réseau d'hôpitaux l'année dernière. Théo sourcilla immédiatement intrigué. Exactement. Élodie passa les minutes suivantes à relater les événements de la nuit, détaillant ses observations sur Sophie et le schéma suspect qu'elle avait remarqué. Théo écoutait attentivement, son cerveau traitant les informations comme il le faisait avec ses lignes de code. « Tu penses qu'elle l'empoisonne ?» demanda Théo, sa voix basse bien qu'il soit seul dans l'appartement. « Je n'ai encore rien de certain, mais j'ai besoin de ton aide. » Élodie hésita un instant. « Tu es toujours en contact avec ton ami du labo d'analyse chimique ?» Théo sourit, comprenant aussitôt ce que sa sœur manigançait. « Nicolas ? Oui, on parle encore. Il travaille sur un projet d'identification de substances synthétiques. » Parfait, parce que demain, j'aurai besoin que tu analyses quelque chose pour moi. Élodie expliqua son plan de prélever un échantillon du thé que Sophie offrait constamment à son beau-père. Le reste de la journée, les deux frères et sœurs élaborèrent une stratégie. Théo utilisa ses compétences en tech pour faire des recherches sur Sophie Laurent, tandis qu'Élodie tentait de se reposer avant sa prochaine garde. Les informations qu'ils trouvèrent étaient troublantes. Sophie était la fille d'un ancien associé d'Olivier, mais les traces de son père sur Internet étaient étonnamment rares. La garde suivante commença à 19h. Élodie arriva plutôt déterminée à exécuter son plan. Elle observa discrètement Sophie lors de sa visite nocturne, toujours impeccablement habillée, toujours avec la même bouteille isotherme. « Prenez un peu de thé, Olivier », insistait Sophie d'une voix douce, aidant son beau-père à boire le liquide. « C'est la même mixture que maman préparait. Ça vous aidera à vous sentir mieux. » Élodie attendit le bon moment. Lorsque Sophie sortit pour un appel, elle s'approcha de la chambre sous prétexte de vérifier les constantes. Avec des gestes précis et discrets, elle préleva un petit échantillon du thé dans un flacon stérile qu'elle avait apporté. Le reste de la garde se déroula avec Élodie partagée entre ses obligations habituelles et la surveillance attentive de la chambre d'Olivier. Comme prévu, 2 heures après avoir bu le thé, son état empira. Son rythme cardiaque devint irrégulier, sa tension artérielle monta et sa confusion s'intensifia. « Quelque chose ne va pas », murmura le docteur. Mathieu, fronçant les sourcils en examinant les nouveaux résultats. Ses analyses n'expliquent toujours pas ces anomalies. Élodie garda le silence, mais son cœur s'emballa lorsqu'elle vit Sophie observer l'équipe médicale avec une sérénité troublante pour quelqu'un dont la famille était dans un état critique. À la fin de son service, Élodie trouva Théo qui l'attendait à la cafétéria face à l'hôpital. Elle lui glissa discrètement le flacon contenant l'échantillon de thé. « Sois prudent », murmura Élodie, en retenant le bras de son frère. « Si mes soupçons sont fondés, nous sommes face à quelque chose de bien plus grave que prévu. »« Ne t'inquiète pas », assura Théo en rangeant le flacon dans son sac. « Nicolas a dit qu'il pourrait analyser l'échantillon encore aujourd'hui. Nous aurons les résultats d'ici 24 heures. » En regardant son frère s'éloigner dans la nuit, Élodie ne pouvait ignorer ce pressentiment. Elle était sur le point de découvrir quelque chose qui bouleverserait non seulement la vie d'Olivier Laurent, mais aussi la sienne. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ses soupçons n'étaient que la partie émergée d'un iceberg bien plus profond et dangereux qu'elle ne l'imaginait. Le message de Théo arriva à l'aube, faisant vibrer le téléphone d'Élodie dans sa poche alors qu'elle préparait les médicaments des patients. « Il faut qu'on parle. Urgent. » La gravité du ton, inhabituel chez son frère toujours si détendu, lui retourna l'estomac. Pendant sa pause café, Élodie retrouva Théo à la cafétéria de l'hôpital. Son visage était pâle, ses cernes trahissant une nuit blanche. Sur la table, son ordinateur affichait des graphiques et des analyses chimiques complexes. « Qu'as-tu découvert ?» demanda Élodie en s'asseyant face à lui. « C'est pire que ce qu'on craignait », répondit Théo en baissant la voix. Nicolas a identifié une substance synthétique dans le thé, un composé neurotoxique expérimental encore en phase de test. Il n'apparaît dans aucune base de données conventionnelle, ce qui explique pourquoi les analyses standards n'ont rien détecté. Un frisson parcourut l'échine d'Élodie. Comment a-t-elle pu se procurer une chose pareille? C'est là que ça devient intéressant. Théo fit pivoter, l'ordinateur révélant une série de documents. J'ai creusé le passé de Sophie. Elle a des liens avec une société de conseil médical nommée
Consultance santé globale, en apparence légitime, mais quand on gratte. Il marqua une pause théâtrale en tapant quelques commandes. J'ai trouvé des transactions suspectes et des liens avec des laboratoires clandestins internationaux. C'est bien plus vaste que prévu, murmura Élodie, digérant l'information. Il faut alerter l'équipe médicale. Attends, la retint Théo par le bras. Il y a plus. En enquêtant sur Consultance Santé, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Ils ont un historique de manipulation de diagnostics psychiatriques et de falsification de dossiers médicaux. Et devine quoi? Tous les cas concernent des personnes riches qui ont fini par être déclarées incapables de gérer leurs biens. Élodie sentit son cœur s'accélérer en reliant les points. Elle essaie de faire déclarer Olivier mentalement incapable pour prendre le contrôle de l'entreprise. Exactement, mais la raison va au-delà de l'argent. Théo ouvrit un autre dossier. Tu te souviens de ce que tu as dit sur son père? J'ai retrouvé de vieux documents. Alexandre Kovacs, un homme d'affaires hongrois qui était associé à Olivier au début des corporations Laurent. En 1995, Olivier a réalisé une manœuvre commerciale agressive qui a ruiné Kovacs. Il a tout perdu, entreprise, maison, réputation. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit d'Élodie. Alors Sophie se venge pour son père? On dirait bien, et elle a planifié ça pendant des années. J'ai réussi à accéder à de vieux emails. Elle a étudié la médecine un temps avant d'abandonner. Ensuite, elle a suivi des formations spécifiques en chimie pharmaceutique, tout très discret, dans différents pays. Elle s'est préparée, a construit un réseau, attendu le bon moment. Élodie regarda sa montre, consciente que sa pause touchait à sa fin. Il faut agir vite. Olivier empire de jour en jour. Attention, Élodie. Théo la prévint en fermant son ordinateur. Ces gens sont dangereux. Consultance Santé Globale a des connexions puissantes. S'ils découvrent qu'on mène l'enquête... Je ne peux pas ignorer ça, l'interrompit Élodie. C'est mon devoir d'infirmière. Et puis, elle hésita, se souvenant de quelque chose. Il y a une chose qui me tracasse. Hier, pendant ma ronde de nuit, j'ai entendu Sophie au téléphone. Elle a mentionné quelque chose comme « suivre le même protocole que pour le cas précédent », comme si elle avait déjà fait ça avant. Théo se mit à taper frénétiquement sur son ordinateur. « Je vais chercher d'autres cas similaires. On trouvera peut-être un schéma. » Élodie se leva, ajustant son uniforme. « Tiens-moi au courant, je vais essayer d'accéder aux anciens dossiers de l'hôpital, voir si je trouve quelque chose de suspect dans les archives. » En revenant à son poste, Élodie ne parvenait pas à chasser cette sensation de s'enfoncer dans des eaux de plus en plus profondes et agitées. L'affaire ne se limitait plus à sauver Olivier Laurent. Il s'agissait maintenant de dévoiler un schéma complexe qui avait peut-être fait d'autres victimes. Dans le couloir, elle croisa Sophie, qui parlait à voix basse avec le docteur Dubois, l'un des médecins les plus influents de l'hôpital. Le regard que ce dernier lui lança la fit frémir. Il y avait quelque chose de prédateur dans ses yeux, comme s'il savait exactement ce qu'elle manigançait. Cette nuit-là, en vérifiant les signes vitaux d'Olivier, Élodie remarqua quelque chose de différent dans son regard. Pendant un bref instant, sa confusion mentale sembla se dissiper et il la fixa avec une lucidité troublante. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, murmura-t-il avant de replonger dans son état de confusion. Le jour se leva sur une nouvelle inquiétante. Tous les ordinateurs du secteur administratif de l'hôpital avaient été touchés par un problème technique. Des années de dossiers médicaux, y compris des archives anciennes, étaient temporairement inaccessibles. Élodie savait que ce n'était pas une coïncidence. Ils essaient d'effacer les traces, expliqua Théo au téléphone, la voix tendue. J'ai trouvé des preuves d'une cyberattaque sophistiquée. Ils corrompent spécifiquement les fichiers de certaines dates. Les mêmes dates que je consultais hier, conclut Élodie, le ventre noué. Théo, fais attention. Fais une sauvegarde de tout ce que tu as découvert jusqu'à présent. Je m'en occupe, mais Élodie, il hésita. Je crois que j'ai trouvé quelque chose sur un autre cas. Une femme riche hospitalisée il y a 6 mois dans un autre établissement de la ville. Des symptômes identiques à ceux d'Olivier. Sophie apparaît sur certaines photos de l'événement caritatif de cet hôpital, toujours près de la patiente. Que lui est-il arrivé? Elle a été déclarée mentalement incapable. Tous ses biens ont été transférés à une fondation.
contrôlé par des consultants de Consultance Santé Globale. 3 semaines plus tard, Théo marqua une pause significative. Elle a mystérieusement disparu. Élodie sentit un frisson. Son intuition était juste. Ce n'était pas la première fois que Sophie mettait ce plan à exécution. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle remarqua le docteur Dubois s'approcher avec une expression sévère. « Infirmière Élodie » appela-t-il, sa voix autoritaire résonnant dans le couloir. « Nous devons parler dans mon bureau, maintenant. » Le bureau du médecin était impeccablement rangé, des diplômes et certificats couvrant les murs. Le docteur Dubois s'assit derrière son bureau imposant, laissant Élodie debout. « J'ai appris que vous posiez des questions. Inappropriées, commença-t-il en feuilletant un dossier. Remettant en question des procédures, fouillant dans d'anciens dossiers, parlant à des personnes extérieures à l'hôpital de cas internes. Docteur, je ne faisais que suivre les protocoles de sécurité des patients, se défendit Élodie, gardant la voix ferme malgré son nervosité. Je ne pense pas, coupa-t-il d'un ton glacial. On dirait plutôt une employée qui dépasse ses limites, s'immisçant dans des cas qui ne relèvent pas de sa compétence. Cela pourrait être considéré comme du harcèlement envers les familles des patients, vous savez. Élodie sentit son sang bouillir. « Vous me menacez, je vous avertis, » corrigea-t-il, un sourire froid aux lèvres. « Votre conduite est surveillée, un faux pas de plus, et je serai obligé de signaler vos agissements au comité d'éthique. » En sortant de la pièce, Élodie croisa Camille, qui l'attendait avec inquiétude. « Tout va bien? J'ai vu le docteur Dubois vous appeler. »« Oui, » répondit Élodie, essayant de dissimuler son tremblement. « Camille, je dois te demander quelque chose. Tu te souviens d'un cas similaire à celui de M. Olivier ces derniers mois? Un patient avec des symptômes neurologiques inexpliqués ?» L'expression de Camille changea. « Pourquoi tu me demandes ça? S'il te plaît, c'est important. » Camille regarda autour d'elle avant de murmurer « Il y a eu un cas similaire à l'hôpital central, où ma sœur travaille. Une patiente riche, même symptômes. Mais Élodie, elle saisit le bras de sa collègue. Ceux qui ont posé trop de questions sur ce cas ont commencé à avoir des ennuis. Une infirmière a été licenciée pour des erreurs de médication supposées. Un technicien accusé de harcèlement. Fais attention. » À la fin de son service, Élodie découvrit son casier dans le vestiaire fouillé. Rien n'avait été volé, mais le message était clair. On voulait l'intimider. Sur son téléphone, un message d'un numéro inconnu. « Certains sujets doivent rester en famille. Ne nous forcez pas la main. » En pédalant pour rentrer chez elle, Élodie remarqua qu'elle était suivie par une voiture noire. Son cœur s'emballa. Elle changea plusieurs fois d'itinéraire, empruntant des détours et des rues secondaires, jusqu'à être sûre d'avoir semé le véhicule. Chez elle, elle trouva Théo agité. « On a essayé de pirater mon système », expliqua-t-il en montrant des lignes de code sur son écran. « Mais j'ai réussi à retracer partiellement l'attaque. Elle venait d'un serveur lié à Consultance Santé Globale. »« Il resserre l'étau », murmura Élodie en se laissant tomber sur le canapé. « Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant, pas quand nous sommes si proches de tout prouver. »« Et ce n'est pas tout », ajouta Théo, ses yeux brillants de détermination. « Tu te souviens de cet employé de l'hôpital toujours posté à la sécurité? Jean, il est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit qu'il avait remarqué des choses étranges ces derniers mois. Des caméras éteintes à des moments précis, des registres de visites modifiés. » Élodie se leva, une nouvelle énergie l'envahissant. « Nous devons agir vite. Demain, il y aura une réunion avec les avocats d'Olivier. Sophie a mentionné quelque chose à propos de documents importants à signer. »« Le transfert d'actifs, » conclut Théo. « C'est maintenant ou jamais, Élodie. Mais comment allons-nous tout prouver? » Le matin se leva gris et froid à l'hôpital Saint-Antoine. Élodie arriva plus tôt que d'habitude, ses mains serrant la poignée de son sac où elle gardait une clé USB contenant toutes les preuves qu'elle et Théo avaient rassemblées pendant la nuit. Ils n'avaient dormi que 2 heures, passant chaque minute à organiser les preuves contre Sophie et ses complices. « Le timing doit être parfait, Avetari », dit Théo en compilant les dernières données. « Si nous agissons trop tôt, ils pourront créer une narration pour discréditer les preuves. Si nous attendons trop longtemps... » Élodie pouvait encore sentir le goût du café très fort qu'ils avaient bu en travaillant. Jean, le gardien, leur avait donné accès aux enregistrements des caméras de sécurité qui coïncidaient avec les pannes lors des visites suspectes de Sophie.
Théo avait récupéré une partie des dossiers médicaux corrompus, révélant un schéma effrayant de cas similaires dans différents hôpitaux. En arrivant à son poste de travail, Élodie trouva un mémo officiel sur son bureau. Son cœur se glaça en lisant le contenu. Une notification de suspension administrative, citant des comportements incompatibles avec le protocole hospitalier et du harcèlement envers des familles de patients. La suspension prendrait effet dans 24 heures. Ils essayent de t'écarter avant la réunion, observa Camille, arrivée silencieusement derrière elle. La signature des documents est prévue pour demain à 10 heures. Tout le conseil administratif sera présent. Élodie respira profondément, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. « Camille, j'ai besoin de ton aide. Si quelque chose tourne mal aujourd'hui… » Ne finis même pas cette phrase, l'interrompit Camille, ses yeux affichant une loyauté féroce. « Je suis avec toi quoi qu'il arrive. » Les heures suivantes furent un exercice de nerfs. Élodie maintint sa routine habituelle, administrant les médicaments et vérifiant l'état des patients, tout en observant discrètement les allées et venues dans la chambre d'Olivier. Sophie était particulièrement agitée ce matin-là, passant des appels incessants et parlant à voix basse avec le docteur Dubois dans le couloir. Pendant sa tournée, Élodie remarqua quelque chose de différent chez Olivier. Ses yeux, habituellement voilés par la confusion, semblaient être plus alertes. Profitant d'un moment où elle était seule dans la chambre, elle se pencha et murmura « Monsieur Olivier, si vous me comprenez, clignez 2 fois des yeux. » Le cœur d'Élodie s'emballa lorsqu'il cligna lentement des yeux 2 fois. « Nous essayons de vous aider, » poursuivit-elle, feignant de régler la perfusion tout en parlant. « Vous êtes empoisonnée, votre belle-fille. »« Je sais, » murmura-t-il, sa voix si faible qu'Élodie pouvait à peine l'entendre. Alexandre, il avait toujours dit qu'il se vengerait à travers elle. Avant qu'il ne puisse continuer, des pas dans le couloir annoncèrent l'arrivée de quelqu'un. Élodie s'éloigna rapidement, faisant mine de noter quelque chose dans le dossier médical, lorsque Sophie entra dans la chambre. « Comment va-t-il » demanda Sophie, son ton doux contrastant avec l'éclat calculateur de son regard. « Stable » répondit Élodie, gardant un ton professionnel. Les derniers examens montrent une légère amélioration des fonctions neurologiques. Une lueur d'inquiétude traversa le visage de Sophie. Elle sortit immédiatement son sac en extirpant la thermos familière. « Je t'ai apporté ton thé spécial, Olivier. Ça t'aidera à te détendre. » Élodie sentit son estomac se nouer en voyant Olivier forcé de boire le liquide toxique. Mais maintenant, au moins, elle était sûre. Il était conscient de ce qui se passait. Cela changeait tout. En sortant de la chambre, Élodie reçut un message de Théo. « J'ai accédé aux emails internes de Consultance Santé Globale. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Mais il y a un problème. Quelqu'un essaie encore de pirater mon système. Je perds des fichiers. » Alors qu'elle lisait le message, Élodie sentit une présence derrière elle. C'était le docteur Dubois. « Tu sais, Élodie, » commença-t-il, d'une voix faussement décontractée, « j'ai toujours admiré ton dévouement envers les patients. Ce serait dommage que quelque chose entache ta réputation professionnelle. Les accidents arrivent dans les hôpitaux. Médicaments confondus, dosages erronés. Vous me menacez, docteur ? » « Allons, » sourit-il en ajustant sa blouse. « Je rappelle simplement que nous devons toujours connaître notre place. À propos, votre suspension, peut-être pourrions-nous reconsidérer si vous décidiez d'être plus coopérative. » Élodie garda un visage impassible, mais son esprit travaillait frénétiquement. Il devenait désespéré, commettant des erreurs. D'abord la menace, à direct maintenant cette tentative de corruption. Le temps jouait contre les 2 camps. Le reste de la garde se déroula dans une tension grandissante. Élodie alternait entre ses obligations habituelles et des conversations discrètes avec ses alliés. Jean, l'agent de sécurité, confirma que plusieurs caméras du secteur administratif seraient mystérieusement désactivées pendant la réunion du lendemain. « Il prépare quelque chose de gros », chuchota Jean lors d'une brève conversation. « À la cafétéria. J'ai entendu le docteur Dubois parler de documents à signer demain. Quelque chose à propos d'une évaluation de capacité mentale. » Élodie hocha la tête, son esprit analysant rapidement. « Il nous faut une sauvegarde de toutes les caméras en marche demain. Tu peux t'en occuper ?»« C'est déjà fait, » sourit Jean, montrant discrètement un petit dispositif dans sa poche.
Caméras indépendantes. Transmission vers un serveur sécurisé. Pendant ce temps, Théo poursuivait son combat numérique. Par message crypté, il informa avoir découvert un réseau complexe de transactions financières liant consultance santé globale à diverses sociétés écrans. Toutes suivaient un schéma similaire. Elles apparaissaient juste après des cas d'incapacitation mentale chez des cadres fortunés. Lors de sa pause déjeuner, Élodie reçut une visite inattendue à la cafétéria de l'hôpital. Une femme élégante s'assit à sa table sans invitation. « Je m'appelle Claire Bernard », se présenta-t-elle d'une voix basse et maîtrisée. « J'étais une amie d'Élise Martin. » Élodie sentit un frisson. Élise Martin était le nom de la patiente, qui avait mystérieusement disparu après avoir été déclarée incapable. « Pourquoi venez-vous me voir ?»« Parce que vous êtes la première personne à avoir eu le courage d'enquêter », répondit Claire, son regard trahissant un mélange de douleur et de détermination. Élise est venue me voir quelques semaines avant de disparaître. Elle soupçonnait qu'on l'empoisonnait, mais personne ne la croyait. On disait que c'était de la paranoïa, liée à son état dégénératif. Claire glissa discrètement une enveloppe sur la table. Voici les dernières lettres qu'Élise m'a envoyées. Elle a tout documenté, les visites, le thé, l'aggravation, progressive. Et il y a plus. Elle a découvert quelque chose sur Alexandre Kovacs que même sa propre fille ignore. Quoi donc? La vengeance de Sophie repose sur un mensonge, expliqua Claire en se penchant plus près. Alexandre n'a pas été ruiné par Olivier. Il a détourné des millions de l'entreprise et a simulé sa propre faillite pour échapper à des poursuites criminelles. Olivier a tenté de le protéger jusqu'au dernier moment, mais Alexandre a préféré disparaître et utiliser sa propre fille comme instrument de vengeance. La révélation frappa Élodie comme un coup de poing. Tout le plan de Sophie était basé sur une manipulation de son propre père. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Claire se leva précipitamment. « Il me surveille aussi », murmura-t-elle. « Utilise ces informations avec sagesse. Et Élodie, méfie-toi du docteur Dubois. Il n'est pas seulement un complice, c'est l'architecte de tout ce schéma. » Après la rencontre, Élodie avait du mal à se concentrer sur ses tâches. Son téléphone vibra avec un message urgent de Théo. « Des intrus ont obtenu un accès partiel à mon système. Je transfère tout vers des serveurs sécurisés, mais nous devons agir vite. » Dans le couloir de l'hôpital, Élodie croisa Sophie, qui parlait avec animation au téléphone. « Oui, demain même. Après la réunion, nous organiserons son transfert vers une clinique spécialisée. Non, il n'y aura pas de problème. L'infirmière trop curieuse sera suspendue ce soir. » Le temps leur échappait. Élodie se réunit rapidement avec Camille et Jean dans la salle de repos du personnel, partageant les nouvelles informations. Ils avaient besoin d'un plan pour la réunion du lendemain, quelque chose qui ne laisserait aucune place au doute ou à la manipulation. « J'ai une idée », dit Camille, les yeux brillants. « Mais c'est risqué. Si ça échoue, nous pourrions tout perdre. » « À ce stade, » répondit Élodie, « nous n'avons plus grand-chose à perdre. Quel est le plan ?» Tandis que Camille expliquait sa stratégie, Élodie sentit que tout l'hôpital semblait retenir son souffle, comme si le bâtiment lui-même savait que le lendemain serait décisif. Dans sa chambre, Olivier oscillait entre des moments de lucidité et de confusion, comme s'il livrait sa propre bataille contre le poison qui coulait dans ses veines. La nuit tombait sur la ville quand Élodie quitta enfin l'hôpital, emportant avec elle non seulement le poids des preuves sur sa clé USB, mais aussi la responsabilité de démasquer une conspiration qui avait coûté des vies et détruit des familles. Demain serait le jour de la vérité, et elle devait être prête à affronter les conséquences de son enquête. Le reste de la garde se déroula dans une tension croissante. Élodie alternait entre ses obligations habituelles et des conversations discrètes avec ses alliés. Jean le gardien confirma que plusieurs caméras du secteur administratif seraient mystérieusement désactivées pendant la réunion du lendemain. « Ils préparent quelque chose de gros », chuchota Jean lors d'une brève conversation dans la cuisine. « J'ai entendu le docteur Dubois parler de documents à signer demain, quelque chose à propos d'une évaluation de capacité mentale. » Élodie hocha la tête, son esprit travaillant rapidement. « Il nous faut une sauvegarde de toutes les caméras. »« En marche demain. Tu peux t'en charger ?»« C'est déjà fait, » sourit Jean, montrant discrètement un petit dispositif dans sa poche. Caméra indépendante, transmettant à un serveur sécurisé. Pendant ce temps, Théo continuait son combat, numérique.
À travers des messages cryptés, il informa avoir découvert un réseau complexe de transactions financières, reliant Consultance Santé Global à diverses sociétés fantômes. Toutes suivaient un schéma similaire. Elles apparaissaient peu après des cas d'incapacité mentale chez des dirigeants fortunés. Lors de sa pause déjeuner, Élodie reçut une visite inattendue à la cafétéria de l'hôpital. Une femme élégante s'assit à sa table sans invitation. « Je m'appelle Claire Bernard », se présenta-t-elle d'une voix basse et maîtrisée. « J'étais une amie d'Élise Martin. » Élodie sentit un frisson. Élise Martin était le nom de la patiente qui avait mystérieusement disparu après avoir été déclarée incapable. « Pourquoi venez-vous me voir ?»« Parce que vous êtes la première personne à avoir eu le courage d'enquêter, » répondit Claire, son regard trahissant un mélange de douleur et de détermination. « Élise est venue me voir quelques semaines avant de disparaître. Elle soupçonnait qu'on l'empoisonnait, mais personne ne l'a cru. On disait que c'était de la paranoïa liée à son état dégénératif. » Claire glissa discrètement une enveloppe sur la table. « Voici les dernières lettres qu'Élise m'a envoyées. Elle a tout documenté. Les visites, le thé, l'aggravation progressive. Et il y a plus. Elle a découvert quelque chose sur Alexandre Kovacs que même sa propre fille ignore. Quoi donc? La vengeance de Sophie est basée sur un mensonge, » expliqua Claire en se penchant plus près. Alexandre n'a pas été ruiné par Olivier. Il a détourné des millions de l'entreprise et a simulé sa propre faillite pour échapper à des poursuites pénales. Olivier a tenté de le protéger, jusqu'au dernier moment. Mais Alexandre a préféré disparaître et utiliser sa propre fille comme instrument de vengeance. La révélation frappa Élodie comme un coup de poing. Tout le plan de Sophie reposait sur une manipulation de son propre père. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Claire se leva précipitamment. « Il me surveille aussi, » murmura-t-elle. « Utilisez ces informations avec sagesse. Et Élodie, méfiez-vous du docteur Dubois. Il n'est pas juste un complice, il est l'architecte de tout ce système. » Après cette rencontre, Élodie avait du mal à se concentrer sur ses tâches. Son téléphone vibra avec un message urgent de Théo. « Des intrus ont obtenu un accès partiel à mon système. Je transfère tout vers des serveurs sécurisés. Mais nous devons agir vite. » Dans le couloir de l'hôpital, Élodie croisa Sophie, qui parlait avec animation au téléphone. « Oui, demain même. Après la réunion, nous organiserons son transfert vers une clinique spécialisée. » « Non, il n'y aura pas de problème. L'infirmière trop curieuse sera suspendue ce soir. » Le temps était compté. Élodie se réunit rapidement avec Camille et Jean dans la salle de repos du personnel, partageant les nouvelles informations. Ils avaient besoin d'un plan pour la réunion du lendemain, quelque chose qui ne laisserait aucune place aux doutes ou aux manipulations. « J'ai une idée, » dit Camille, les yeux brillants. « Mais c'est risqué, si ça échoue, nous pourrions tout perdre. » « À ce stade, » répondit Élodie, « nous n'avons plus grand-chose à perdre. Quel est le plan ?» Pendant que Camille expliquait sa stratégie, Élodie sentit que tout l'hôpital semblait retenir son souffle, comme si le bâtiment lui-même savait que le lendemain serait décisif. Dans sa chambre, Olivier alternait entre des moments de lucidité et de confusion, comme s'il livrait sa propre bataille contre le poison qui coulait dans ses veines. La nuit tombait sur la ville quand Élodie quitta enfin l'hôpital, emportant avec elle non seulement le poids des preuves sur sa clé USB, mais aussi la responsabilité de démasquer une conspiration qui avait coûté des vies et détruit des familles. Demain serait le jour de la vérité, et elle devait être prête à affronter les conséquences de son enquête. L'appartement d'Élodie et Théo se transforma en un quartier général improvisé cette nuit-là. Des documents, des ordinateurs, portables et des tasses de café vides occupaient chaque centimètre disponible de la table du salon. Claire avait envoyé d'autres documents par l'intermédiaire d'un messager de confiance, des archives anciennes, des photos, des documents qu'Élise Martin avait rassemblés avant sa disparition. « Regarde ça », dit Théo en pointant son écran, où une série d'emails récupérés révélait un réseau de communication entre le docteur Dubois et plusieurs cadres de Consultance Santé Global. Ils ont un protocole spécifique. D'abord, ils identifient des cibles vulnérables, des hommes d'affaires riches, souvent isolés ou avec des relations familiales compliquées. Élodie examina les documents éparpillés sur la table. Ensuite, ils placent quelqu'un de proche dans la famille. Exact,
poursuivit Théo. Dans le cas d'Olivier, c'était Sophie. Mais il y en a eu d'autres. Une infirmière privée ici, une gouvernante là. Toujours quelqu'un en position de confiance. Le téléphone d'Élodie sonna, les faisant sursauter tous les deux. C'était Camille. « J'ai eu accès à la pharmacie centrale, chuchota-t-elle. Tu ne vas pas me croire. J'ai trouvé des registres de commandes spéciales signés par le docteur Dubois, des substances expérimentales, importées via une société écran de consultance, Santé Globale. Tu peux en obtenir des copies. Je suis déjà en train de tout numériser, mais Élodie, Camille hésita. Il y a des mouvements étranges à l'hôpital, des gens que je n'ai jamais vus auparavant, avec des badges temporaires. Je crois qu'ils se préparent pour demain. Après avoir raccroché, Élodie partagea les nouvelles avec Théo, qui se mit immédiatement à croiser les nouvelles informations avec ses données. Jean, le gardien de sécurité, a également envoyé des mises à jour. La réunion avait été confirmée pour 10 heures dans la salle du conseil. Des avocats, un psychiatre renommé et un notaire seraient en présent. Ils veulent donner l'impression que tout est légal et transparent, remarqua Élodie en massant ses tempes. Un psychiatre pour attester de l'incapacité, des avocats pour garantir le transfert des biens, un notaire pour officialiser. Mais ils ont fait des erreurs, sourit Théo en tournant son ordinateur portable. Regarde, le psychiatre, Dr Moreau, a des liens directs avec Consultance Santé Globale. Il a reçu des paiements mirobolants via des consultations fictives. Et ce n'est pas tout. Il ouvrit un autre fichier. Tu te souviens de ces dossiers qui ont disparu de l'hôpital? J'ai réussi à en récupérer une partie. Sophie a visité 3 autres institutions avant Saint-Antoine, toujours suivant le même schéma. Élodie se leva, arpentant nerveusement la pièce. Il nous faut un plan infaillible pour demain. Si on échoue, on n'échouera pas. Il interrompit Théo d'une voix ferme. On a des preuves solides, des alliés fiables et... Il fit une pause dramatique en ouvrant un programme sur son ordinateur. Un système de sauvegarde triple pour tout diffuser en temps réel. À ce moment-là, la sonnette retentit. Les frères échangèrent un regard tendu. Ils n'attendaient à personne à cette heure. Élodie s'approcha prudemment de la porte et regarda par le judas. C'était clair. « Désolé de débarquer comme ça », dit-elle en entrant précipitamment. « Mais j'ai découvert quelque chose qui ne pouvait pas attendre demain. » Elle sortit un petit dispositif de son sac. Élise me l'a confié avant de disparaître. C'est un enregistreur. Elle a réussi à capter une conversation entre Alexandre et Sophie, 3 jours avant de s'évanouir. D'une main tremblante, Élodie connecta l'appareil à l'ordinateur de Théo. L'enregistrement était partiellement corrompu, mais certaines parties étaient parfaitement audibles. La voix d'Alexandre Kovacs, bien que vieillie, gardait un fort accent hongrois. « Tu dois comprendre, ma fille. Olivier ne m'a pas trahi. C'est moi. J'ai commis des erreurs. J'ai détourné de l'argent, falsifié des documents. Il a tenté de me protéger, mais moi... Non. » La voix de Sophie semblait altérée. « Tu mens. Tu le protèges. Encore jusqu'à présent. Après tout ce que nous avons planifié toutes ces années. Je t'en prie, Sophie. Nous avons déjà fait assez de mal. Cette vengeance, elle est basée sur un mensonge. Je suis le vrai méchant de cette histoire. » Le fichier s'arrêta brusquement. Élodie sentit une boule dans sa gorge. Elle savait. Elle savait que son père était coupable, mais elle a choisi de poursuivre le plan malgré tout. « Ce n'est plus une question de vengeance », commenta Claire, sa voix empreinte de tristesse. C'est devenu une obsession. Elle a construit toute sa vie autour de cette mission. La vérité détruirait toute raison d'être de son existence. Théo commença à intégrer le nouvel enregistrement aux preuves déjà recueillies, tandis qu'Élodie et Claire revoyaient les derniers détails du plan pour le lendemain. L'horloge affichait presque 3 heures du matin lorsque Claire partit enfin, laissant les frères épuisés mais déterminés. « Tu dois te reposer un peu », insista Théo, voyant sa sœur lutter contre le sommeil. « Demain sera un jour décisif. » Élodie hocha la tête et se dirigea vers sa chambre. Mais avant de dormir, elle envoya un dernier message à Camille et Jean, confirmant leur position pour la réunion du matin. Dans quelques heures, ils affronteraient le moment le plus crucial de leur vie et chaque détail devait être parfait. L'hôpital Saint-Antoine s'éveilla dans une apparente normalité ce jeudi matin. Le personnel arrivait pour ses shifts, les visiteurs patientaient dans le hall et l'odeur de café frais se répandait dans les couloirs. Mais pour Élodie, chaque seconde était chargée de la tension de ce qui allait arriver.
Elle arriva 1 heure avant son service officiel, trouvant Camille déjà en position stratégique près de la salle du conseil. Jean faisait sa ronde habituelle, mais portait aujourd'hui du matériel supplémentaire caché sous son uniforme, des micros discrets et des caméras de secours. « Les caméras officielles ont été désactivées », murmura-t-il en passant près d'Élodie. « Mais notre système alternatif fonctionne parfaitement. Théo reçoit le flux en temps réel. » Élodie vérifia son téléphone. Théo avait envoyé une confirmation. Il était dans un café près de l'hôpital, son équipement prêt à tout enregistrer. Claire était aussi en place, attendant dans le hall comme une simple visiteuse. À 9h30, le mouvement commença. Des hommes en costume arrivèrent à intervalles calculés. D'abord les avocats de Consultance Santé Globale, puis le psychiatre Dr Moreau, suivi du notaire. Dr Dubois les accueillit avec des sourires forcés, les conduisant à la salle du conseil. « Sophie vient d'arriver », informa Camille via le communicateur discret dans sa blouse. Elle a une chemise noire et sa thermos habituelle. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Elle devait agir avant que Sophie n'ait l'occasion d'administrer une nouvelle dose du thé toxique. D'un pas déterminé, elle se dirigea vers la chambre d'Olivier. « Bonjour, monsieur Olivier », le salua-t-elle, en commençant à vérifier ses signes vitaux. Sophie était là, préparant le rituel habituel du thé. « Il doit être calme pour la réunion », déclara Sophie, son ton doux, masquant une menace implicite. « Ce thé l'aide toujours à se détendre. » « Je suis désolé, intervint Élodie d'une voix professionnelle, mais le patient est à jeun pour des examens importants. »« Quels examens ?» demanda Sophie, ses yeux se rétrécissant dangereusement. « Ordre du docteur Lefebvre, » mentit Élodie, faisant référence à un médecin en vacances. « L'horaire a été modifié ce matin. » Sophie hésita, visiblement contrariée, mais elle ne pouvait pas contester ouvertement un ordre médical devant les autres infirmières présentes dans la chambre. Avec un sourire forcé, elle rangea la bouteille. À 9h55, le couloir de l'hôpital se transforma en un défilé silencieux de pouvoir. Sophie, le docteur Dubois et les autres participants à la réunion se dirigeaient vers la salle du conseil. Élodie échangea des regards significatifs avec Camille et Jean. Chacun connaissait parfaitement son rôle dans ce qui allait se passer. Système de transmission activé, confirma Théo par message. Caméra opérationnelle, audio clair. Claire est en position avec les preuves matérielles. Élodie vérifia une dernière fois la clé USB dans sa poche, contenant toutes les preuves recueillies. Des années de manœuvres criminelles, de documents falsifiés, de transactions suspectes, et surtout, l'enregistrement qui révélait la vérité sur Alexandre Kovacs. Le docteur Dubois passa près d'elle dans le couloir, lui lançant un regard d'avertissement. « J'espère que vous avez reconsidéré notre conversation d'hier, infirmière. » « Ne vous inquiétez pas, docteur, » répondit Élodie, gardant une voix calme. « Je compte faire exactement ce qui est juste. » À 10h pile, les portes de la salle du conseil se refermèrent. Grâce au système de communication, Élodie pouvait entendre le début de la réunion. Le docteur Moreau commençait sa présentation sur l'état mental d'Olivier, choisissant soigneusement ses mots pour justifier son incapacitation. « C'est l'heure », murmura Élodie pour elle-même, ajustant son uniforme et touchant une fois de plus la clé USB dans sa poche. Des années de crimes et de manipulations allaient être exposées. Des vies détruites seraient vengées. La vérité, étouffée si longtemps, allait enfin éclater. D'un pas ferme, Élodie se dirigea vers la salle du conseil. Le moment décisif était arrivé et il n'y avait plus de retour possible. L'affrontement qui changerait à jamais le destin de tous les protagonistes était sur le point de commencer. Élodie entra dans la salle du conseil au moment exact où le docteur Moreau présentait ses conclusions sur l'état mental d'Olivier Laurent. Tous les regards se tournèrent vers elle, mêlant surprise et irritation. « Excusez-moi, » dit-elle, d'une voix plus ferme que jamais. « Mais j'ai des informations cruciales sur cette affaire qui doivent être prises en compte avant toute décision. »« Infirmière, c'est une réunion privée, » s'exclama le docteur Dubois en se levant, le visage rouge de colère. « Vous êtes suspendu, vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. »« Au contraire, » répondit Élodie en connectant sa clé USB au système de projection de la salle. « J'ai non seulement l'autorisation, mais le devoir éthique de présenter ces preuves. » Sophie s'agita sur sa chaise, les yeux rivés sur l'écran qui affichait désormais des documents. « C'est absurde. Elle harcèle notre famille depuis des semaines, inventant des théories du complot. »« Des théories ?»
l'interrompit Élodie d'une voix calme mais ferme. Alors expliquez ceci. Elle projeta les relevés des transactions entre Consultance Santé Globale et les sociétés écrans. Ou peut-être ceci. Cette fois, c'étaient les échanges de mails entre le docteur Dubois et les dirigeants du cabinet. Le notaire ajusta ses lunettes, examinant les documents avec une inquiétude croissante. Les avocats commencèrent à chuchoter entre eux. Cela ne prouve rien, tenta d'intervenir le docteur Dubois. Ce sont des documents facilement falsifiables. À ce moment-là, Camille entra dans la salle portant un dossier avec les registres originaux de la pharmacie. Jean la suivait, une tablette à la main montrant les enregistrements des caméras de sécurité. Claire apparut peu après, apportant avec elle les lettres d'Élise Martin. « Peut-être que cela vous intéressera », dit Claire, la voix chargée d'émotion. Les correspondances de la dernière victime de ce schéma, détaillant exactement le même modus operandi que nous voyons ici. La salle sombra dans un silence tendu lorsque Élodie diffusa l'enregistrement d'Alexandre Kovacs. La voix du père de Sophie remplit la pièce, révélant la vérité qu'elle avait tant essayé de cacher. « Non !» cria Sophie, se levant brusquement. « Vous ne comprenez pas, il était confus, sous pression. Olivier a détruit notre famille. » « Non, Sophie !» Une voix faible mais claire résonna depuis la porte. Olivier Laurent était là, soutenu par une infirmière, plus lucide qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « J'ai essayé de protéger ton père. C'était mon ami, mon frère de cœur. Quand j'ai découvert les détournements, je lui ai proposé mon aide, une chance de faire ce qui était juste. » Sophie chancela, les yeux écarquillés fixés sur son beau-père. « Vous mentez !»« Le seul mensonge ici, » intervint Élodie, en projetant d'autres documents. « C'est ce système élaboré pour falsifier des diagnostics médicaux et handicaper des gens afin de voler leur fortune. Combien de vies ont été détruites, Sophie? Combien de familles déchirées ?» Docteur Dubois tenta d'atteindre son téléphone, mais Jean fut plus rapide, bloquant la porte. À l'extérieur, des agents de sécurité de l'hôpital attendaient déjà, prévenus à l'avance. « Messieurs, vous pouvez vérifier », s'adressa Élodie aux avocats et aux notaires. « Chaque document, chaque preuve, nous avons des sauvegardes de tout, stockées sur des serveurs sécurisés. La police est déjà en route, avec des mandats pour accéder aux archives de Consultance Santé Globale. » Le psychiatre Dr Moreau se mit à transpirer abondamment, cherchant une issue comme un animal, traqué. Un des avocats se leva, prenant ses distances avec ses prétendus clients. « Je n'ai jamais, » commença-t-il, mais Sophie l'interrompit. « Tout était pour toi, papa, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. « Chaque instant, chaque pas. J'ai construit toute ma vie autour de cette vengeance. Et maintenant, tu me dis que tout était un mensonge ?» Olivier tenta de s'approcher d'elle, mais Sophie recula. « Tu ne comprends pas, » poursuivit-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas faire marche arrière, pas après tout. » C'est à ce moment que Dr Dubois tenta une dernière manœuvre. « Tout cela est circonstanciel. Vous n'avez aucune preuve concrète d'un crime. C'est la parole d'une infirmière suspendue contre... » « Contre ça ?» Théo entra dans la pièce portant son ordinateur. « Je viens de récupérer tous les enregistrements que vous avez tenté d'effacer. Chaque virement, chaque diagnostic falsifié, chaque communication avec les laboratoires clandestins qui fournissaient les substances expérimentales. » La salle du conseil se transforma en un tourbillon d'activités. Les avocats se consultaient frénétiquement. Le notaire rassemblait ses documents et Dr Dubois perdit enfin son arrogance, s'affaissant dans sa chaise, le visage entre les mains. Les Matthew Saxneeds, jours qui suivirent la confrontation dans la salle du conseil, furent un tourbillon de témoignages, de reportages et de révélations. L'hôpital Saint-Antoine devint l'épicentre d'une enquête qui s'étendit comme des ondes à la surface d'un lac, touchant d'autres institutions et exposant un réseau de fraude qui s'étendait à travers tout le pays. Élodie reprit le travail, avec son statut rétabli et une nouvelle perspective sur sa profession. Le couloir de l'hôpital, autrefois théâtre de menaces voilées, l'accueillait maintenant avec des regards de respect et d'admiration. Sa suspension avait non seulement été levée, mais une lettre de reconnaissance avait été jointe à son dossier professionnel. « Tu es devenue une sorte d'héroïne », commenta Camille pendant une pause café. « Tu savais que d'autres infirmières commencent à signaler des irrégularités dans leurs hôpitaux. Ton exemple a inspiré beaucoup de monde. » Élodie sourit discrètement en remuant son café. « Je n'ai fait que mon devoir.
N'importe quel professionnel de santé aurait fait la même chose. Non, il ne l'aurait pas fait, l'interrompit Jean en se joignant à elle. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes préfèrent se taire, faire semblant de ne pas voir les problèmes. La peur est un puissant inhibiteur. L'enquête révéla que le système de consultance santé globale avait affecté des dizaines de personnes au fil des années. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux noms, de nouvelles histoires de vie manipulées et de fortunes détournées. Le docteur Dubois, dans une tentative de réduire sa peine, commença à collaborer avec les autorités, révélant des détails d'opérations remontant à plus d'une décennie. Théo devint une référence en sécurité numérique dans le domaine médical. Ses méthodes de protection des données et de détection de fraude attirèrent l'attention d'hôpitaux et de cliniques à travers tout le pays. Qui aurait cru que mon obsession pour les codes finirait par sauver des vies, plaisantait-il, bien que la fierté dans sa voix fût évidente. Claire Bernard se consacra à organiser les documents et témoignages liés à l'affaire d'Élise Martin. Sa persistance à garder vivante la mémoire de son amie porta enfin ses fruits. Les autorités rouvrirent l'enquête sur sa disparition. Olivier Laurent, après des semaines de traitement de désintoxication, commença à se rétablir. Libéré des substances qui avaient obscurci son esprit, il participa activement aux investigations, fournissant des informations cruciales sur d'anciens dossiers et des transactions suspectes. « Tu sais, dit-il à Élodie lors d'une visite de suivi, j'ai passé des années à me culpabiliser pour ce qui est arrivé à Alexandre. Je me disais que peut-être, si j'avais agi différemment, si j'avais été plus compréhensif. Vous ne pouvez pas vous rendre responsable des choix des autres, répondit Élodie en vérifiant ses signes vitaux. Chacun trace son propre chemin. Oui, mais nos actions affectent les gens autour de nous. Alexandre a choisi de mentir à sa propre fille. Il l'a transformée en un instrument d'une vengeance basée sur des mensonges. Quel genre de père fait ça? La question resta en suspens, sans réponse. Élodie pensa à Sophie, désormais en détention, en attente de jugement. Les évaluations psychologiques révélèrent des années de manipulation et de conditionnement, un esprit brillant programmé dès l'enfance pour exécuter une vengeance qui n'aurait jamais dû exister. L'affaire exposa aussi des failles systémiques dans le contrôle des médicaments et la supervision des professionnels de santé. Le Conseil régional de médecine lança une série d'audits dans les institutions de tout l'État. Les protocoles furent révisés, les systèmes de sécurité renforcés. C'est comme si nous avions incisé un abcès, commenta le docteur Lefebvre, revenu de vacances pour trouver l'hôpital en pleine transformation. Douloureux, mais nécessaire pour guérir. Élodie trouva un mot dans son casier ce soir-là. C'était un message d'une infirmière d'un autre service. « Merci de nous avoir montré qu'il est possible de lutter contre le système quand il a tort. Vous nous avez donné du courage. » À la maison, en revoyant les événements, des dernières semaines avec Théo, Élodie réfléchissait à comment une simple suspicion avait pu se transformer en quelque chose d'aussi grand. « Tu penses que c'est fini ?» demanda Théo, occupé à travailler sur son nouveau système de sécurité numérique. « Non, » répondit Élodie, observant la ville par la fenêtre. « Ce n'est que le début. Chaque révélation soulève de nouvelles questions, de nouvelles enquêtes. C'est comme si nous avions ouvert une porte qui ne peut plus être refermée. » Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de tons orangés. Quelque part, d'autres Élodie, d'autres Théo, d'autres Claire commençaient à questionner, à enquêter, à résister. La vérité, une fois révélée, avait le pouvoir d'inspirer d'autres à suivre le même chemin. La première neige de l'hiver tombait doucement sur la ville quand Élodie reçut l'appel. C'était un numéro inconnu, mais la voix à l'autre bout était reconnaissable entre toutes. Sophie. « Ils m'ont permis de passer un coup de fil », expliqua-t-elle, sa voix différente de la persona contrôlée qu'Élodie avait connue. « Je voulais te parler avant le procès. » Élodie s'assit sur sa chaise à l'hôpital, faisant signe à Camille qu'elle aurait besoin d'un moment. « Je t'écoute. J'ai commencé la thérapie, » poursuivit Sophie. « C'est différent de ce que j'imaginais. Je réapprends ma propre histoire, je découvre qui je suis sans le poids de cette vengeance. C'est effrayant. »« Ça, je peux l'imaginer, » répondit Élodie avec douceur. « Se reconstruire n'est jamais facile. Le plus dur, c'est d'accepter que j'ai gaspillé tant de temps, blessé tant de gens, et tout ça pour un mensonge. » La voix de Sophie trembla. « Élise a essayé de me prévenir. Elle a vu à travers mon obsession, elle a tenté de me raisonner. Et moi, j'ai laissé qu'on lui fasse du mal.
Élodie ferma les yeux, se remémorant les lettres d'Élise, le désespoir dans ses mots quand elle avait compris la vérité. « Tu peux honorer sa mémoire en faisant ce qui est juste maintenant. C'est pour ça que je témoigne, » révéla Sophie. « Je raconte tout sur Consultance Santé Globale, sur Dr Dubois, sur d'autres cas dont j'ai connaissance. Peut-être que comme ça je pourrais commencer à réparer un peu le mal que j'ai fait. » La conversation fut interrompue par un avertissement de temps, mais laissa Élodie pensive pour le reste de la journée. Pendant sa tournée, elle s'arrêta dans la chambre où Olivier avait été hospitalisé, désormais occupé par un autre patient. « Ça, il pense à l'affaire ?» demanda Camille, s'approchant en silence. « Je pense à la façon dont les mensonges peuvent façonner des vies entières, » répondit Élodie. « Comment les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire. L'hôpital aussi traversait des transformations. Une nouvelle direction avait pris ses fonctions, engagée envers la transparence et l'éthique. Des caméras de surveillance avaient été installées dans les zones stratégiques, les systèmes de contrôle des médicaments mis à jour, et un canal anonyme pour les signalements créés. Théo, qui conseillait désormais la nouvelle administration, mettait en place des protocoles de sécurité numérique. « C'est incroyable », commenta-t-il lors d'un déjeuner avec sa sœur. « D'autres hôpitaux nous contactent, voulant adopter des systèmes similaires. C'est comme si nous avions lancé une révolution silencieuse. » Claire poursuivait sa quête de justice pour Élise. Ses investigations, désormais officiellement soutenues, commençaient à révéler des liens avec d'autres cas similaires dans différentes régions. « Chaque histoire que nous découvrons, dit-elle à Élodie, est comme un fil dans une toile plus grande. » Élise le savait. Elle a laissé des indices, des miettes de pain à suivre. Olivier, rétabli, prit une décision surprenante. Il transforma une partie de sa fortune en une fondation dédiée à lutter contre les fraudes dans le domaine de la santé et à protéger les lanceurs d'alerte. « Je veux que quelque chose de positif naisse de tout cela, » expliqua-t-il à Élodie lors de la cérémonie d'inauguration. Un héritage différent de ce que Sophie avait imaginé, mais peut-être plus significatif. La Fondation établit des partenariats avec des hôpitaux et des universités, finançant des recherches sur la sécurité médicale et offrant un soutien juridique aux professionnels de santé dénonçant des irrégularités. L'hiver avançait, et avec lui vinrent les premières condamnations. Le docteur Dubois et d'autres dirigeants de Consultance Santé Globale écopèrent de peines sévères. Sophie, compte tenu de sa coopération et de son passé de manipulation psychologique, reçut une sentence alternative incluant un traitement psychiatrique et du travail supervisé dans des projets sociaux. Élodie continua son travail à l'hôpital, participant désormais à des conférences et formations sur l'éthique et la sécurité en santé. Son histoire inspira d'autres professionnels à s'exprimer, créant un réseau informel de vigilance et d'entraide. « Tu as changé les choses », lui dit Théo un soir, la regardant relire des protocoles de sécurité, pas seulement pour Olivier ou pour l'hôpital, mais pour tout le système. Élodie sourit, songeant à tout ce qui avait commencé avec un simple soupçon, une intuition qu'elle aurait pu ignorer. « Nous avons changé les choses », corrigea-t-elle. « Chaque personne qui a choisi de faire ce qui était juste même quand c'était difficile. » Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant la ville d'un manteau blanc et silencieux. Un nouveau départ, pensa Élodie. Pour eux tous. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'affrontement dans la salle du conseil. L'automne teintait les arbres du jardin de l'hôpital de tons dorés quand Élodie reçut un appel inattendu. C'était un numéro international et la voix à l'autre bout avait un fort accent hongrois. « Mademoiselle Élodie ?» La voix hésita. « Ici, Alexandre Kovacs. » Élodie sentit son cœur bondir. L'homme qui avait déclenché toute cette histoire, le père de Sophie, émergeait enfin de l'ombre. « Je rentre en France, » poursuivit-il. « J'ai lu tout ce qui s'est passé. Comment tu as sauvé Olivier, ma fille ?» Sa voix s'éteignit. « Je dois réparer ce que j'ai brisé. » Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante, au café près de l'hôpital. Théo insista pour accompagner sa sœur, inquiet d'un possible piège. Mais lorsqu'Alexandre entra dans l'établissement, ils ne virent qu'un homme vieilli, accablé par des décennies de culpabilité. « J'étais ruiné, » commença-t-il, ses mains tremblantes autour de la tasse de café. « Pas financièrement, mais moralement. J'ai fait des choix terribles, détourné de l'argent, trahi la confiance de mon meilleur ami. Olivier a découvert, mais au lieu de me dénoncer, il m'a offert son aide. »
Élodie observait l'homme dont les actes avaient déclenché une tragédie en cascade. Un pourquoi avoir menti à Sophie. Orgueil, répondit-il, les yeux pleins de larmes. Lâcheté. Il était plus facile d'être la victime que d'avouer à ma propre fille que j'étais le coupable. Je n'ai pas réalisé que j'empoisonnais son âme avec ce mensonge. À l'hôpital, les changements mis en place après l'affaire commençaient à porter leurs fruits. Le nouveau système de supervision des médicaments développé par Théo avait identifié et empêché 3 tentatives de fraude dans différents services. C'est comme un vaccin, remarqua Camille lors d'une réunion d'équipe. L'affaire Laurent nous a rendus plus forts, plus vigilants. Claire avait transformé sa quête de justice en une organisation formelle. La Fondation Élise Martin offrait désormais un soutien juridique et psychologique aux familles des victimes de fraude médicale. Élise disait toujours que le silence était le meilleur allié des criminels, expliqua Claire lors de l'inauguration. Maintenant, nous donnons une voix à ceux qui avaient peur de parler. Alexandre collabora aux enquêtes, comblant des lacunes cruciales dans la compréhension du schéma de consultance santé globale. Ces déclarations révélèrent des connexions internationales insoupçonnées, menant à de nouvelles investigations à l'étranger. Sophie était brillante depuis l'enfance, confia-t-il à Élodie lors d'une de leurs rencontres. Elle aurait pu faire tant de bien. Au lieu de cela, j'en ai fait une arme, nourrie de haine et de ressentiment. Les retrouvailles entre père et fille eurent lieu sous supervision, dans le centre de rééducation où Sophie purgeait sa peine. Élodie, participant au programme d'accompagnement, était présente. « Pourquoi ?» Ce fut le premier mot de Sophie en voyant son père. « Pourquoi m'avoir fait croire à un mensonge toutes ces années ?»« Parce que j'étais un lâche, » répondit Alexandre, la voix brisée. « Parce que je ne supportais pas de voir la déception dans tes yeux. Alors j'ai inventé une histoire où j'étais la victime, pas le coupable. » Le dialogue entre père et fille fut douloureux mais nécessaire. Des années de manipulation et de mensonges ont commencé à se dévoiler, permettant à la vérité, aussi difficile soit-elle, d'émerger enfin. Olivier, qui consacrait désormais une grande partie de son temps à la fondation créée pour lutter contre les fraudes médicales, offrit une perspective surprenante lors d'une conférence sur l'éthique en santé. « Parfois, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable mission », déclara-t-il. « Ce que Sophie a planifié comme ma ruine s'est finalement transformé en un éveil. Maintenant, je peux utiliser mes ressources pour empêcher d'autres familles de vivre la même chose. » Élodie observait ces transformations avec un mélange de satisfaction et de prudence. Chaque nouveau développement rappelait que la vigilance constante était le prix de la sécurité. « Tu penses que ça finira un jour vraiment ?» demanda Théo un soir, alors qu'il travaillait sur une nouvelle mise à jour du système de sécurité. « Non, » répondit Élodie pensive, « mais c'est peut-être exactement le but. Il ne s'agit pas de terminer, mais de continuer à lutter, à rester vigilant. » Leur histoire était devenue une étude de cas dans les écoles de médecine et d'infirmières. Élodie était souvent invitée à partager son expérience, inspirant une nouvelle génération de professionnels à garder les yeux ouverts et le courage aiguisé. L'hôpital Saint-Antoine était devenu un modèle d'excellence en matière de sécurité et d'éthique médicale. Des délégations d'autres hôpitaux venaient régulièrement découvrir les protocoles mis en place après l'affaire Laurent. Élodie, toujours infirmière, coordonnait désormais un comité de vigilance et d'éthique. « C'est drôle », commenta-t-elle lors d'une session de formation pour les nouveaux employés. Tout a commencé par une simple observation, une intuition qui aurait pu être ignorée. La salle était remplie de jeunes professionnels, leurs yeux attentifs tandis qu'Élodie partageait son expérience. Parmi eux, une infirmière fraîchement diplômée qui lui rappelait elle-même il y a des années. « Comment avez-vous su qu'il fallait persister ?» demanda la jeune femme. « Malgré toutes les menaces et les pressions ?»« Parce que certaines vérités sont plus grandes que notre peur, » répondit Élodie. « Et parce que nous ne sommes jamais vraiment seuls quand nous choisissons de faire ce qui est juste. » Théo avait transformé son expérience dans l'affaire en une entreprise de conseil en sécurité numérique pour les institutions de santé. Son système de protection des données et de détection des fraudes était déployé dans des hôpitaux à travers tout le pays. « Chaque ligne de code est une barrière contre de nouveaux crimes », expliquait-il lors de ses présentations. « Mais la vraie sécurité réside dans les gens, dans le courage de remettre en question, d'enquêter et de dénoncer. » Claire et la Fondation Élise Martin étaient devenus un refuge pour les personnes soupçonnant des irrégularités dans le système de santé. Le nom d'Élise
autrefois associée à une disparition mystérieuse, symbolisait désormais l'espoir et la justice. Chaque semaine, nous recevons de nouvelles plaintes. Confia Claire lors d'un café avec Élodie. Certaines n'aboutissent à rien, mais d'autres sont aussi graves que l'affaire que nous avons affrontée. Sophie, purgeant sa peine alternative, commença à travailler avec des jeunes en difficulté, partageant son histoire comme un avertissement contre les dangers de la manipulation et de la haine cultivée. « J'ai gaspillé des années de ma vie à vivre dans le mensonge », disait-elle lors de ses conférences. « J'ai transformé la douleur en vengeance, alors que j'aurais pu la transformer en guérison. » Alexandre, cherchant la rédemption, créa un fonds pour aider les victimes de fraude médicale. Travailler aux côtés de sa fille dans ce projet devint une étape dans la reconstruction de leur relation. « Je ne peux pas changer le passé », réfléchit-il lors d'une réunion de la Fondation, « mais je peux aider à bâtir un avenir où d'autres familles ne seront pas détruites par les mensonges et la cupidité. » Olivier, rétabli et revigoré, a étendu sa fondation pour inclure des programmes de protection des lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé. Le nom du projet, Première dose de vérité. Une référence au moment où Élodie l'avait empêché de prendre une autre dose du thé empoisonné. Camille a été promue superviseur en soins infirmiers, apportant avec elle l'expérience de l'affaire pour mettre en place des protocoles de surveillance des médicaments plus stricts. Chaque petit détail compte, expliquait-elle à son équipe. Un enregistrement étrange, une coïncidence suspecte, peuvent être des signes de quelque chose de plus grave. Jean, l'agent de sécurité qui avait été crucial pour rassembler les preuves, dirigeait désormais le département de sécurité de l'hôpital, mettant en place un système combinant surveillance technologique et vigilance humaine. Un après-midi tranquille, Élodie trouva un mot plié dans son casier. Il venait d'une patiente âgée. « Merci d'avoir fait de cet hôpital un endroit sûr. Ma petite fille commence son stage infirmier ici le mois prochain et je sais qu'elle sera entre de bonnes mains. » Le message toucha profondément Élodie. C'était un rappel que son travail, son combat, avaient créé des vagues qui continueraient bien au-delà de son propre parcours. « Tu as bâti un héritage », dit Théo ce soir-là, tandis qu'il partageait un simple dîner à la maison. Pas seulement pour l'hôpital, mais pour tous ceux qui viendront après. Élodie sourit, songeant à comment une seule décision de faire ce qui était juste avait déclenché tant de changements positifs. « Nous avons bâti », corrigea-t-elle. « Chaque personne qui a choisi de se lever, de dire la vérité et de faire la différence. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient contre le ciel nocturne, comme des étoiles guidant le chemin. Un nouveau jour approchait, apportant avec lui de nouveaux défis, de nouvelles histoires, de nouvelles opportunités de faire la différence. L'amphithéâtre de la faculté de médecine était bondé. Élodie observait l'auditoire de jeunes étudiants, en attendant son tour de parler au symposium « Éthique et vigilance en santé ». À ses côtés, Théo ajustait les diapositives de la présentation qu'ils avaient préparée ensemble. « Je suis toujours nerveuse », lui avoua-t-elle. « Chaque fois que je raconte cette histoire, je revis tout. » « C'est pourquoi nous devons continuer à la raconter, » répondit Théo, « pour que d'autres puissent apprendre de notre expérience. » L'histoire de l'affaire Laurent était devenue un tournant dans le débat sur la sécurité hospitalière. Mais il ne s'agissait pas seulement du passé. De nouveaux défis surgissaient constamment, exigeant adaptation et vigilance permanente. Ce même matin, Élodie avait reçu un appel de Claire. La Fondation Élise Martin avait identifié un schéma suspect dans un réseau de cliniques gériatriques. « C'est différent de ce que nous avons affronté », expliqua Claire, « mais c'est la même essence. Ils utilisent la technologie pour falsifier des résultats d'examen, créer des patients fantômes, détourner des ressources du système de santé. Les méthodes changent, mais l'essence reste la même, observa Élodie. La cupidité trouve de nouvelles voies. À l'hôpital, le système développé par Théo avait détecté une tentative sophistiquée d'intrusion. Quelqu'un tentait d'accéder aux dossiers de patients avec des assurances premium. Ils évoluent, commenta Théo lors d'une réunion d'urgence. Il ne s'agit plus d'empoisonner des gens ou de falsifier des rapports médicaux. Maintenant, ils utilisent des algorithmes, l'intelligence artificielle, des techniques de piratage avancées. Camille, qui dirigeait désormais un groupe d'infirmières spécialisées dans l'identification des fraudes, souleva de nouvelles inquiétudes. Nous voyons des produits pharmaceutiques falsifiés avec des codes barres parfaits.
Sans les nouveaux protocoles de vérification, il passerait inaperçu. La présence de Sophie au centre de rééducation avait inspiré des changements significatifs dans le programme. Elle avait commencé à développer un projet pour aider les personnes qui, comme elle, avaient été manipulées pour participer à des schémas criminels. « La vengeance est comme un poison à action lente », déclara-t-elle lors d'une séance de thérapie de groupe. « Elle vous consume de l'intérieur tandis que vous pensez être fort en contrôle. » Alexandre, travaillant aux côtés de sa fille sur le projet, apporta une perspective unique. Les manipulateurs sont experts dans l'exploitation des blessures émotionnelles. Ils transforment la douleur en carburant pour des actions destructrices. Olivier, quant à lui, élargit le champ d'action de sa fondation. Il ne s'agissait plus seulement de lutter contre les fraudes, mais de créer une culture de transparence et d'éthique dans la santé. « Ce qui m'est arrivé a été un signal d'alarme », déclara-t-il lors de l'inauguration d'un nouveau centre de recherche en sécurité hospitalière. Mais le vrai changement se produit maintenant, à travers des personnes comme Élodie, qui choisissent de faire la différence chaque jour. Le travail de Jean dans la sécurité de l'hôpital s'avéra crucial lorsqu'une nouvelle employée, apparemment au-dessus de tout soupçon, fut surprise en train de photographier des dossiers confidentiels. Elle travaillait pour une compagnie d'assurance, expliqua Jean. Il cherchait des informations pour refuser la couverture à des patients atteints de maladies chroniques. Cette découverte mena à une enquête plus large, révélant un réseau d'espionnage corporatif dans le secteur de la santé. Élodie réalisa que chaque victoire apportait son lot de nouveaux défis, de nouvelles formes de corruption à combattre. « C'est comme une hydre », commenta-t-elle lors d'une réunion du comité d'éthique. « On coupe une tête, 2 repoussent à sa place. » Mais il y avait de l'espoir. À chaque nouveau cas découvert, davantage de professionnels rejoignaient la cause. La peur du silence était remplacée par le courage de parler. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» dit Théo un soir tout en mettant à jour les systèmes de sécurité. « Comment une simple décision de ta part d'enquêter sur quelque chose de suspect a déclenché tous ces changements ?» Élodie observait la ville depuis la fenêtre de l'hôpital, songeant à comment chaque lumière représentait une vie, une histoire, quelqu'un qui méritait soin et protection. « Ce n'était pas une décision simple, » répondit-elle. « C'était un choix entre faire ce qui est facile et faire ce qui est juste. Et ce choix, nous devons le faire chaque jour. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés. Dans les couloirs, les infirmiers changèrent de poste, les médecins faisaient leur ronde, la vie de l'hôpital suivait son cours. Mais désormais, il y avait des regards plus attentifs, des cœurs plus déterminés, un réseau invisible de gardiens prêts à protéger ceux qui ne pouvaient se défendre seuls. L'hiver était de retour dans la ville, apportant avec lui les souvenirs de l'année précédente. Élodie marchait dans les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine, désormais bien différents de ceux qui avaient été témoins du début de son combat contre le schéma de consultance santé globale. « C'est presque poétique », commenta Camille, croisant Élodie lors de la relève. « Cela fait exactement 1 an que tout a commencé. Tu te souviens comme nous étions différents ?» Élodie sourit, se rappelant l'infirmière qu'elle était, toujours attentive mais hésitante à affronter les irrégularités qu'elle percevait. « Nous avons tous changé. Nous devions changer. » Le matin apporta une surprise. Un groupe d'étudiants en soins infirmiers arrivait pour un programme spécial de formation en éthique et vigilance. Parmi eux, Élodie reconnut des visages anxieux et déterminés, reflets de son propre passé. « Vous êtes la prochaine ligne de défense », dit-elle au groupe lors de la conférence d'ouverture. « Vos yeux, votre intuition, votre courage de remettre en question, ce sont les outils les plus puissants dont nous disposons contre les abus et la corruption. » Théo, qui supervisait la mise en œuvre d'une nouvelle mise à jour du système de sécurité, interrompit la conférence avec des nouvelles urgentes. « Nous avons détecté une tentative d'accès non autorisé au dossier de l'affaire Laurent, » annonça-t-il. « Quelqu'un s'intéresse de très près à nos méthodes d'enquête. » La nouvelle ne surprit pas Élodie. L'affaire était devenue un cas d'étude, analysé par différents groupes, certains aux intentions moins nobles que d'autres. « Ils veulent apprendre de nos méthodes, » observa Jean, désormais directeur de la sécurité, soit pour reproduire nos défenses, soit pour trouver comment les contourner. Claire arriva à l'hôpital cet après-midi-là, avec des mises à jour sur le travail de la Fondation Élise Martin. Nous avons trouvé 3 cas similaires dans d'autres régions, méthodes différentes,
Même objectif, frauder le système de santé. La différence, ajouta Élodie, c'est que maintenant, nous ne sommes plus seuls. Il existe un réseau de personnes vigilantes, prêtes à agir. Pendant le déjeuner, Élodie reçut une visite inattendue. Une dame âgée s'appuyant sur une canne se présenta comme la mère d'Élise Martin. « Je voulais rencontrer en personne celle qui a aidé à révéler la vérité, » dit-elle, les yeux embués. Élise disait toujours qu'un jour, quelqu'un aurait le courage d'affronter le système. Elle avait raison. Cette rencontre émut profondément Élodie. Elle lui rappela que chaque affaire, chaque enquête, chaque petite victoire représentait des vies réelles, des familles bouleversées. Olivier, qui partageait désormais son temps entre la gestion de ses affaires et le travail à la Fondation, organisa une conférence réunissant des professionnels de santé, des avocats et des experts en sécurité. Ce qui s'est passé à Saint-Antoine n'était pas un cas isolé, déclara-t-il dans son discours. C'était un réveil qui a montré que le système n'est aussi fort que les personnes prêtes à le défendre. Sophie, qui progressait dans son programme de réadaptation, commença à écrire un livre sur son expérience. « Je dois transformer mon histoire en avertissement », expliqua-t-elle lors d'une visite supervisée. « Montrer comment la haine et la vengeance peuvent consumer une vie entière. » Alexandre, travaillant aux côtés de sa fille à la Fondation, trouva une forme de rédemption en aidant d'autres familles à reconnaître et échapper au cycle de manipulation et de vengeance. En fin de journée, Élodie trouva une enveloppe dans son casier. À l'intérieur, une vieille photo d'Élise Martin, souriante dans son uniforme d'infirmière, et un mot de sa mère. « Elle aurait été fière de ce que vous avez construit. » « C'est étrange d'y penser, » commenta Théo, tandis qu'ils rentraient chez eux. « Tout a commencé parce que tu as remarqué quelque chose d'anormal dans une bouteille de thé. » Élodie repensa à tous les événements déclenchés depuis ce moment, toutes les vies touchées, tous les changements provoqués. « Ce n'était pas qu'une question de thé, » répondit-elle. « C'était choisir de voir ce que d'autres préféraient. Ignorer. Avoir le courage d'agir quand il aurait été plus facile de se taire. » La ville brillait sous le ciel nocturne, des milliers de lumières rappelant que chacune représentait une histoire, une vie méritant protection. Leur travail était loin d'être terminé, mais il y avait désormais de l'espoir, un réseau de gardiens grandissant chaque jour. « Tu sais ce qu'Élise a écrit dans sa dernière lettre ?» demanda Claire lors d'un appel tardif. « La vérité est comme l'eau. On peut la contenir un temps, mais elle finit toujours par trouver un chemin. » Élodie sourit, songeant à la justesse de ces mots. L'héritage qu'ils ont bâti ne se limitait pas à combattre les fraudes ou à protéger les patients. Il s'agissait d'inspirer les autres à devenir cette force de changement, ce canal pour que la vérité puisse circuler. 1 an et demi, après les événements qui avaient transformé l'hôpital Saint-Antoine, Élodie se tenait devant un auditorium bondé lors du Congrès national de sécurité hospitalière. À ses côtés, Théo peaufinait les derniers détails de la présentation qu'ils allaient repartager. « C'est incroyable comme notre histoire continue de résonner », murmura-t-il en observant l'assistance, composée de professionnels de santé, d'administrateurs hospitaliers et d'autorités du secteur. L'affaire Laurent était devenue un tournant dans l'histoire de la santé française. Les protocoles développés par Élodie et son équipe faisaient désormais référence et étaient mis en œuvre dans les hôpitaux à travers tout le pays. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour parler du passé, commença Élodie dans sa présentation. Nous sommes ici parce que chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles formes de fraude que nous devons combattre. Claire, qui présidait désormais la Fondation Élise Martin, présenta des données alarmantes sur des tentatives récentes de fraude dans le système de santé. Les criminels sont plus sophistiqués, avertit-elle. Ils utilisent des technologies avancées, des réseaux internationaux, des méthodes de plus en plus difficiles à détecter. Mais à chaque nouveau défi, il y avait une réponse. Théo démontra le nouveau système de sécurité qu'il avait développé, capable d'identifier des schémas suspects en temps réel. Camille partagea des protocoles actualisés de supervision des médicaments qui avaient déjà empêché des dizaines de tentatives de fraude. Pendant la pause du congrès, Élodie reçut une nouvelle surprenante. Sophie avait terminé son programme de réhabilitation et s'apprêtait à lancer un projet pionnier. Elle va travailler dans la prévention, expliqua Alexandre, qui participait à l'événement en tant qu'intervenant.
utilisait son expérience pour identifier les signes précoces de manipulation et de fraude dans le système de santé. Olivier, qui finançait une partie du projet via sa fondation, y voyait un signe d'espoir. C'est la preuve que les gens peuvent changer, que des histoires de vengeance peuvent se transformer en histoires de rédemption. À l'hôpital, les changements se poursuivaient. Jean avait mis en place un programme de formation en sécurité, incluant non seulement des aspects techniques, mais aussi une conscience éthique et un courage moral. Il ne suffit pas d'avoir des caméras et des systèmes, expliquait-il aux nouveaux employés. Nous avons besoin de personnes prêtes à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Élodie observait avec satisfaction comment son équipe soignante s'était transformée. Là où régnait autrefois la peur et le silence, il y avait désormais une culture de vigilance active et de soutien mutuel. « Je me souviens du jour où tu m'as parlé de tes soupçons sur le thé », commenta Camille lors d'une pause café. « Je pensais que tu exagérais. Aujourd'hui, je sais que ce moment a changé non seulement nos vies, mais tout le système. » Leur histoire avait inspiré d'autres à agir. Claire rapporta que des professionnels de santé de toute la France contactaient la Fondation, partageant leurs soupçons, demandant des conseils, proposant leur aide. Élise disait toujours que le silence était le meilleur allié des corrompus, se souvint Claire. Maintenant, nous avons un réseau de voix prêtes à dénoncer, à protéger, à se battre pour la vérité. Lors d'une visite à l'hôpital, Élodie remarqua une jeune infirmière observant attentivement une patiente recevant un traitement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Élodie, reconnaissant dans ses yeux la même détermination qu'elle avait eue autrefois. « Je ne sais pas encore, » répondit la jeune femme, « mais votre histoire m'a appris à faire confiance à mon intuition et à creuser mes soupçons. » À la fin de la journée, Élodie reçut un email inattendu. Il venait d'une infirmière d'un hôpital éloigné, signalant un cas suspect similaire à celui qu'elle avait affronté. « Votre histoire m'a donné du courage, » disait le message. « Maintenant, je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. » Théo trouva sa sœur dans son bureau, relisant l'email les yeux brillants de larmes. « Tu as créé quelque chose de plus grand que nous tous, » dit-il doucement. Un mouvement qui continue de grandir, inspirant d'autres à faire la différence. Élodie pensa à toutes les personnes qui avaient fait partie de ce voyage. Camille avec sa loyauté inébranlable, Jean avec sa vigilance discrète, Claire avec sa quête infatigable de justice, Olivier avec sa transformation de victime en acteur du changement, et même Sophie qui avait trouvé la rédemption à travers un repentir sincère. « Non, » répondit-elle en souriant à son frère. « Nous avons créé. Chaque personne qui a choisi de faire ce qui est juste, qui a décidé de ne pas se taire, qui a eu le courage d'affronter le système. Nous sommes tous les gardiens de la vérité maintenant. » Le printemps arriva, apportant des changements à l'hôpital Saint-Antoine. Le jardin intérieur, autrefois un espace négligé, avait été transformé en un mémorial dédié à Élise, Martin et aux autres victimes de fraude médicale. Un lieu de réflexion et d'espoir, où de petites plaques racontèrent des histoires de courage et de persévérance. Élodie se promenait parmi les fleurs fraîchement plantées, se rappelant comment tout avait commencé. L'hôpital n'était plus seulement un lieu de travail, il était devenu un symbole de transformation, un exemple de comment la vérité, défendue avec détermination, pouvait changer des systèmes entiers. « Je savais que je te trouverais ici », dit Théo en s'approchant avec son ordinateur portable. « Je viens de terminer la dernière mise à jour du système. Il est maintenant déployé dans 50 autres hôpitaux. » Leur travail avait dépassé leurs attentes initiales. Ce qui avait commencé comme une enquête isolée était désormais un mouvement national de lutte contre les fraudes dans la santé. Camille, coordonnant une équipe d'infirmières expertes en détection de fraude, organisait des ateliers réguliers pour partager expériences et techniques. « Chaque nouveau cas que nous prévenons, » expliquait-elle lors d'une session, « c'est une vie potentiellement sauvée, une famille protégée. » Claire avait transformé la Fondation Élise Martin en un centre de référence international. Des professionnels de divers pays venaient chercher conseils et formation dans ces programmes de prévention des fraudes. Élise rêvait toujours d'un système de santé plus juste et plus sûr, déclara Claire lors de l'inauguration d'une nouvelle aile de la Fondation. Aujourd'hui, nous réalisons ce rêve pas à pas. Sophie, après avoir terminé sa réhabilitation, commença à travailler avec des groupes de soutien pour les personnes qui, comme elle, avaient été manipulées pour participer à des systèmes criminels.
La vengeance est une prison que nous nous construisons nous-mêmes, partageait-elle lors de ses conférences. La vraie libération, c'est de choisir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Alexandre, travaillant aux côtés de sa fille, trouva la paix en aidant d'autres à reconnaître et échapper au cycle de manipulation et de vengeance. Chaque histoire que nous empêchons de devenir une tragédie, songea-t-il, est une façon de réparer un peu du mal que j'ai causé. Olivier étendit sa fondation pour inclure des programmes de protection des lanceurs d'alerte et un soutien juridique aux professionnels de santé, confrontés à des dilemmes éthiques. Ce qu'Élodie m'a appris, déclara-t-il lors d'une cérémonie de remise de prix, c'est que le vrai courage ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petites décisions quotidiennes de faire ce qui est juste. Jean transforma le service de sécurité en un modèle de vigilance éthique, alliant technologie avancée et sensibilité humaine. Les caméras et les systèmes sont importants, enseignait-il à son équipe, mais nos meilleurs outils sont notre conscience et notre courage. Par un après-midi tranquille, Élodie trouva une lettre dans son casier. Elle venait d'une jeune patiente sauvée grâce au nouveau protocole de sécurité. Vous ne me connaissez pas, mais votre combat m'a sauvé la vie. Grâce au système que vous avez aidé à créer, une tentative de fraude a été découverte avant qu'elle ne me nuise. Merci de ne pas vous être tue. Élodie partagea la lettre avec Théo lors de leur pause café habituelle. C'est incroyable. À de penser, dit-il, qu'une simple décision de ta part d'enquêter sur quelque chose de suspect a fini par créer tout ce mouvement. Ce n'était pas seulement ma décision, répondit Élodie, observant l'agitation de l'hôpital par la fenêtre. C'était le courage de chaque personne qui a choisi de faire partie de ce combat. Camille, Jean, Claire, même Sophie dans son chemin de rédemption. Chacun a contribué à cette transformation. Le soleil commençait à se coucher, jetant des tons dorés sur le jardin commémoratif. À l'hôpital, la vie suivait son cours. Les infirmiers faisaient leur ronde, les médecins soignaient les patients, les familles attendaient des nouvelles. Mais désormais, il y avait une différence fondamentale. Chaque personne présente était un gardien potentiel de la vérité, chaque regard attentif une défense contre les abus et la corruption. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» demanda Élodie, contemplant l'activité. « Ce ne sont pas les systèmes que nous avons créés ou les fraudes que nous avons prévenues. C'est de savoir que nous avons inspiré d'autres à faire la différence, à avoir le courage de questionner, d'enquêter, de protéger. » Théo sourit, comprenant parfaitement. « C'est comme cette phrase d'Élise, la vérité est comme l'eau, elle trouve toujours son chemin. » « Oui, acquiesça Élodie. Et maintenant, il y a plus de gens pour aider à ouvrir ces chemins pour que la vérité continue de couler, protégeant ceux qui ne peuvent se défendre seuls. L'hôpital Saint-Antoine était devenu bien plus qu'une institution de santé. C'était un phare d'espoir, un exemple vivant de comment le courage de quelques-uns pouvait inspirer le changement de beaucoup. 2 ans après l'affaire qui avait transformé l'hôpital Saint-Antoine, Élodie était de nouveau en service de nuit. Le silence des couloirs était le même, mais tout le reste avait changé. Les caméras discrètes installées par Jean, les tablettes avec le logiciel de sécurité développé par Théo, les nouveaux protocoles de vérification, chaque élément était un rappel des leçons apprises. « C'est presque poétique », commenta Camille, tendant à Élodie une tasse de café. « Même heure, même endroit, des personnes complètement différentes. » Élodie sourit, se souvenant de l'infirmière qu'elle était, toujours observatrice, mais hésitante à agir. Désormais, elle coordonnait une équipe spécialisée dans l'identification et la prévention des fraudes médicales, son travail étant reconnu internationalement. Une alerte douce retentit sur la tablette d'Élodie. Le système de surveillance avait détecté une irrégularité dans un autre secteur. « Je vais vérifier, dit-elle en se levant. Ce n'était plus un combat solitaire. Un réseau de professionnels formés était toujours prêt à agir. En chemin, elle passa devant le mémorial d'Élise Martin dans le jardin intérieur. Les lumières tamisées éclairaient les plaques racontant les histoires de ceux qui avaient trouvé le courage de dénoncer des irrégularités, inspirées par l'affaire Laurent. Claire attendait Élodie dans son bureau, avec des nouvelles de la Fondation. « Nous venons de recevoir 3 nouvelles dénonciations, informa-t-elle. Des hôpitaux différents, le même schéma de fraude, mais maintenant nous avons un réseau de protection, des personnes préparées à enquêter. » Le travail de prévention.
était devenu aussi important que celui d'investigation. Sophie, étonnamment, était devenue un élément clé dans ce domaine. Son expérience en tant que manipulatrice s'était transformée en un outil précieux pour identifier les signes précoces de fraude. « C'est étrange d'être de l'autre côté », confia Sophie lors d'une visioconférence avec l'équipe. « Mais chaque fraude que nous empêchons est une chance de racheter un peu du mal que j'ai causé. » Alexandre, travaillant aux côtés de sa fille à la Fondation, avait développé un programme spécifique pour identifier et prévenir les cas de manipulation psychologique en milieu médical. Le plus grand danger, expliquait-il lors de ses séminaires, n'est pas la fraude elle-même, mais le silence qui lui permet de prospérer. Olivier, complètement rétabli, consacrait une grande partie de son temps à l'expansion des programmes de protection des lanceurs d'alerte. Chaque personne qui trouve le courage de parler, disait-il, est une victoire contre le système qui a failli me détruire. Théo avait transformé son expérience en un centre d'excellence en sécurité numérique pour les institutions de santé. Son système, constamment mis à jour, avait déjà prévenu des centaines de tentatives de fraude à travers le pays. La technologie est importante, expliquait-il lors d'une formation, mais ce sont les personnes qui font la différence. Le meilleur logiciel du monde ne remplace pas le courage de faire ce qui est juste. Cette nuit-là, alors qu'elle vérifiait une alerte du système, Élodie remarqua une jeune infirmière observant attentivement l'administration de médicaments à un patient. « Quelque chose te préoccupe ?» demanda Élodie, reconnaissant dans ses yeux la même détermination qu'elle avait eue autrefois. « Il y a quelque chose d'inhabituel dans le schéma de prescription, » répondit la jeune femme. « Ce n'est peut-être rien, mais tu as décidé de vérifier quand même, » compléta Élodie en souriant. « Allons enquêter ensemble. » C'était ainsi désormais. Chaque suspicion était prise au sérieux, chaque inquiétude étudiée correctement. La peur avait été remplacée par une vigilance consciente, le silence par une communication active. Jean, faisant sa ronde nocturne, s'arrêta pour discuter. « Parfois, je me demande, dit-il, combien de vies ont été sauvées, grâce à ton premier doute concernant un simple thé. » Élodie réfléchit à comment une petite observation avait déclenché tant de changements. « Ce n'était pas le thé, répondit-elle. C'était la décision de ne pas ignorer quelque chose d'anormal, même quand il aurait été plus facile de se taire. » L'hôpital poursuivait son rythme nocturne, les moniteurs bipant doucement, les pas résonnant dans les couloirs, des vies soignées et protégées. Mais il y avait désormais une différence fondamentale. Chaque personne faisait partie de quelque chose de plus grand, un réseau de gardiens prêts à défendre la vérité et protéger les vulnérables. Le matin se levait sur l'hôpital Saint-Antoine, marquant le début d'une nouvelle journée de vigilance et de soins. Élodie, terminant son service de nuit, observait l'activité croissante dans les couloirs. Chaque visage familier portait une histoire de transformation. Chaque nouveau membre du personnel faisait partie d'un héritage en construction. « Parfois, je me demande, dit Théo, arrivé tôt pour une mise à jour du système, si tu avais idée de ce que tu commençais cette première nuit. » Élodie sourit, se remémorant le moment où elle avait décidé d'enquêter sur ses soupçons concernant le thé de Sophie. « Il ne s'agissait pas de commencer quelque chose de grand, » répondit-elle. « C'était simplement faire ce qui était juste, même si cela semblait insignifiant sur le moment. » L'hôpital était devenu un modèle d'excellence en matière de sécurité et d'éthique médicale. Des délégations du monde entier venaient apprendre de leur expérience, étudier leurs protocoles, comprendre comment un seul signalement avait déclenché une révolution silencieuse dans le système de santé. Camille, désormais directrice du programme de formation en vigilance éthique, animait une séance d'orientation pour les nouveaux employés. « Chacun d'entre vous est un gardien, expliquait-elle. Vos yeux, votre intuition, votre courage, ce sont les meilleurs outils dont nous disposons contre les abus et la corruption. » Claire avait transformé la Fondation Élise Martin en un réseau international de soutien aux lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé. Élise rêvait d'un système plus juste, disait-elle dans ses conférences. Aujourd'hui, son rêve vit à travers chaque personne qui choisit de faire la différence. Sophie, profondément transformée par son parcours de rédemption, se consacrait à empêcher d'autres de suivre le chemin de la haine et de la vengeance. Son travail avec les jeunes professionnels de santé mettait l'accent sur l'importance de l'éthique et du courage moral. « Mon histoire », partageait-elle,
est un rappel de comment la haine peut nous aveugler, mais aussi qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la bonne voie. Alexandre, trouvant la paix dans son travail avec la Fondation, était devenu un défenseur infatigable de la transparence dans le système de santé. Chaque vérité révélée, disait-il, est une chance de prévenir une tragédie. Olivier avait étendu son influence au-delà du secteur entrepreneurial, devenant un allié important dans la lutte pour un système de santé plus éthique. Son expérience personnelle s'était transformée en carburant pour des changements positifs. Jean, depuis son poste stratégique dans la sécurité de l'hôpital, restait les yeux vigilants qui ne laissaient repasser aucune irrégularité. La vigilance, enseignait-il, est un acte d'amour envers autrui. Dans son dernier rapport avant de terminer son service, Élodie trouva une note qui la fit sourire. Elle venait d'une jeune infirmière qui avait identifié et signalé une tentative de fraude. « J'ai appris de votre histoire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. Aujourd'hui, j'ai fait ma part. » Le soleil était déjà haut quand Élodie quitta enfin l'hôpital. Dans le jardin commémoratif, les fleurs s'ouvraient pour une nouvelle journée, symbole silencieux de renouveau et d'espoir. « Le plus incroyable, commenta Théo en accompagnant sa sœur vers la sortie, c'est comment ton histoire continue d'inspirer les gens à faire la différence. » Élodie s'arrêta un instant, observant l'agitation de l'hôpital. Elle vit Camille guider son équipe, Jean en pleine ronde attentive, de nouveaux visages portant le même engagement pour la vérité qu'il avait un jour motivé. « Ce n'est pas mon histoire, » répondit-elle. « C'est l'histoire de tous ceux qui choisissent de faire ce qui est juste chaque jour, chaque personne qui décide de ne pas se taire, chaque professionnel qui place l'éthique au-dessus du confort, chaque nouveau gardien, de la vérité qui rejoint ce combat. » L'hôpital Saint-Antoine poursuivait son rythme constant, un organisme vivant palpitant d'histoires de guérison, de courage et de transformation. L'héritage de l'affaire Laurent ne se résumait pas à prévenir les fraudes ou protéger les patients. Il parlait de la force de l'exemple, du pouvoir de la vérité, de la capacité des petites actions à déclencher de grands changements. Et, ainsi l'histoire qui avait commencé avec une infirmière attentive et ses soupçons à propos